Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 23h. Voici les titres. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire a été reçu ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Au cœur des échanges, le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Le gouvernement met fin à la pénurie de gaz. 9000 tonnes de butane ont été livrées à Petrosi pour fournir du gaz au centre emplisseur afin d'approvisionner les ménages. La Côte d'Ivoire célèbre son indépendance dans 5 jours. En prélude à cet événement, les rues et commerces sont aux couleurs nationales. Mais quel est l'engouement des uns et des autres pour ce grand rendez-vous? Nous en parlerons dans ce journal. Bienvenue pour cette édition. Le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne ont été abordés aujourd'hui au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Awatouri. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Luis Prados Covarrubias, est en fin de mission. Le diplomate espagnol est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le président et moi, nous avons fait les points des relations bilatérales. Et on a abordé les différents volets de ces relations. Et le président s'est félicité de l'amélioration, de l'approfondissement dans les relations bilatérales dans les dernières années, et en particulier l'accord de la conversion de la dette, à l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, à la mise en place des projets de coopération à différents niveaux. Notons que l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara le 15 avril 2015. À présent, les activités du Premier ministre, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a inauguré ce jeudi à Abidjan le siège du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le FIRCA mène également la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. Écoutons à présent le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le FIRCA est un exemple parfait d'outil professionnel né de la volonté de l'État d'accompagner les acteurs professionnels du secteur agricole, notamment en termes de financement de la recherche, du conseil agricole et de la formation agricole. En outre, l'adhésion des acteurs et professionnels à cette vision du gouvernement et leur implication aux côtés de l'État représente une expérience unique dans notre espace CEDEAO et il convient de le saluer et de nous applaudir. À travers cet outil, notre agriculture au sens large peut s'adapter aux évolutions scientifiques, technologiques et économiques et aux évolutions environnementales et sociales pour faire face aux enjeux nationaux et aux contraintes extérieures. Je voudrais solennellement confirmer à toutes les filières agricoles que le gouvernement continuera de garantir les mécanismes qui vous permettent de disposer de ressources stratégiques pour votre développement. Autre chose à présent, certains revendeurs de gaz butane profitent de la pénurie pour augmenter les prix des bouteilles en passant du simple au double. Les stations-service, de leur côté, pratiquent les tarifs homologués. Le ministère du Commerce met en garde tous ceux qui ne respectent pas les prix. Ami Sissoko. La pénurie de gaz butane que connaît le pays fait grimper les prix. Chez les revendeurs, la bouteille de 6 kg, communément appelée Fetou, vendue à 2000 francs CFA, a subi une hausse de près de 50%. Il n'y a pas de gaz, hein. On souffre pour avoir, franchement. On souffre, et puis ça a augmenté. 3000 francs la bouteille. À Coco d'ici. Ça, mais ça, les chahiers, commencé au rang, commencé Camprema. C'est là ça, les chahiers, ça là. 4000 francs la bouteille. J'ai pris taxi parti, taxi pour revenir. Le monsieur même me dit qu'il n'y a pas de gaz. Que c'est lui-même qui a pris son camion pour aller chercher quelque part pour venir. Ça a donné 4000. On peut pas. Tu es obligé d'utiliser le charbon.
en attendant que le gaz vienne. Mais si le gaz là vient, ils n'ont qu'à diminuer. Les bouteilles de 12 kg n'ont pas été épargnées par cette augmentation. On a acheté une bouteille à 6 000. D'habitude, on achète une bouteille à 5 000. Mais comme la bouteille en manque, on achète ça à 6 000, 6 000, 6 000. Le marché commence à être approvisionné en gaz butane. Dans la rue, on rencontre des personnes avec des bouteilles de gaz sur la tête, mais cette fois-ci bien remplies et achetées au tarif homologué. J'ai acheté ça à 2000 à la station. J'étais très surpris. J'ai cru qu'ils allaient augmenter au moins 200 francs là-dessus, mais ils n'ont rien augmenté. Les prix n'ont pas changé depuis qu'on fait le gaz ici là. C'est le même prix. Le B6 ça c'est 2000, B12 5200. Ça n'a jamais changé. Même manquant, il n'y a pas de gaz, c'est toujours le même prix. Tout en dénonçant ces pratiques frauduleuses, la Direction générale de Petrosi souligne que rien ne justifie cette flambée des prix. Il n'y a aucun changement de prix entre le fournisseur et Petrosi, et entre Petrosi et les différentes sociétés qui ont des centres remplisseurs et font des bouteilles. Donc, s'il y a de la spéculation, c'est sur le terrain, des gens qui créent la pénurie pour pouvoir faire payer plus cher, c'est répréhensible. Dans la même veine, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME met en garde contre toute augmentation de prix du gaz butane sur toute l'étendue du territoire. Les prix des bouteilles de gaz demeurent inchangés, à savoir 2 000 francs pour les bouteilles de 6 kg, communément appelées Fetou, 5 200 francs pour les bouteilles de 12,5 kg, 6 965 pour les bouteilles de 15 kg, 8 125 francs pour les bouteilles de 17,5 kg, 11 610 francs pour les bouteilles de 25 kg et 13 000 francs pour les bouteilles de 28 kg. Le non-respect de ces prix-là est qualifié de pratique de prix illicite et sanctionné d'une amende allant de 200 000 à 50 millions de francs CFA. Les équipes du ministère du Commerce, aussi bien des directions centrales que des directions régionales implantées sur l'ensemble du territoire national, mènent actuellement des missions de contrôle afin de s'assurer du respect de ces prix réglementés. La population est donc invitée à dénoncer toutes les dérives constatées sur les marchés en contactant le ministère du Commerce au numéro suivant 20 22 95 28 20 22 57 27. Pendant ce temps, le gouvernement multiplie les efforts pour mettre fin à la pénurie de gaz butane et satisfaire les ménages. 9 000 tonnes de butane ont été livrées aujourd'hui à Petrosi pour fournir du gaz aux centres remplisseurs. Francis Boifou. Le butanier qui a accosté au quai pétrolier de l'appointement Petrosi à Vridi dans la commune de Port-Boué a une capacité de 25 000 tonnes de gaz butane, dont 9 000 livrés à Petrosi jeudi après des tests concluants. À partir de ce bateau, nous pompons le gaz butane dans les centres remplisseurs de toutes les sociétés qui, à leur tour, remplissent leurs bouteilles et les vendent dans nos quartiers et dans nos villes. Un deuxième bateau transportant du gaz butane est attendu au quai Petrosi le 6 août prochain. Le but est de réduire le déficit de consommation estimé actuellement entre 1200 et 1500 tonnes jour contre 1000 tonnes de gaz butane jour en situation normale. Nous avons réduit la durée qu'il y a entre les livraisons. Et il fut un temps où on livrait tous les 10 à 15 jours. Mais aujourd'hui, devant la situation, les délais sont rapprochés à environ 6 jours. Et on pourra, sur cette semaine et la semaine prochaine, mettre à disposition pratiquement 1500 tonnes jour parce que les usines, les centres remplisseurs sont en équipe de 16 heures par jour ou 24 heures. Ça permettra de rapidement remplir toutes les bouteilles vides de chacun et on l'espère dans quelques jours retourner à une situation normale. Une batterie de mesures prises par les autorités pour satisfaire les besoins des ménages. On leur demande d'être encore un peu patients, de permettre que les différentes sociétés dont ils ont les bouteilles, de permettre que ces sociétés, dans leur chaîne logistique, finissent de remplir les bouteilles et de les apporter dans les quartiers. Et autant que possible, utiliser le gaz butane domestique pour ce pourquoi il est destiné. Ça aussi, c'est un effort citoyen qui est demandé. En 2017, la Côte d'Ivoire a importé environ 350 000 tonnes de gaz butane pour sa consommation. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué ce jeudi une visite à la Sodeci, société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour lui d'échanger avec ses partenaires dans le cadre de la prise de ses nouvelles fonctions. Jean-Luc Bangou. C'est après une séance de travail au siège de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci, que le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a véritablement entamé sa visite de terrain.
Première escale, le centre de gestion intégré des opérations à la Riviera Palmeraie. La surveillance, le suivi et l'assainissement de l'activité d'eau potable se font dans ce centre, de même que les dépannages et le suivi de la clientèle. S'il s'agit d'une réclamation sur l'eau potable ou l'assainissement, en ce moment-là, elles saisissent dans le logiciel et immédiatement, ça va au centre d'ordonnancement. À la station de production de la Djibi, Laurent Tchagba a pu s'imprégner du mode de fonctionnement de cet ouvrage qui alimente les quartiers d'Angré, Abobo, Maou et Plateau d'Okui. Une visite qui remet au goût du jour les problèmes d'approvisionnement en eau potable et la nécessité d'y apporter des solutions idoines. Nous avons, au cours de cette visite, cherché à prendre en compte le souci majeur de donner de l'eau potable à toute la ville d'Abidjan. Il était question de savoir dans quel secteur de la ville d'Abidjan il y a de l'eau. Dans quel secteur de la ville d'Abidjan il n'y a pas suffisamment d'eau. Et dans quel secteur de la ville d'Abidjan il n'y a pas du tout d'eau. Nous allons nous mettre au travail pour que nous puissions rapidement donner des résultats et des résultats satisfaisants pour que la population puisse sentir les efforts du gouvernement. Société privée de services publics, la SODECI a l'exclusivité de la distribution de l'eau potable en Côte d'Ivoire, mais également la charge de l'entretien et l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Parlons entretien routier. Une équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendue sur le terrain le mardi dernier. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon Grand Bassam à Boisseau démarré en février 2018. Des travaux qui avancent avec un taux de réalisation de 15% et devraient être livrés ce mois d'août, comme nous l'explique Herman Niamier. Après 6 mois de travaux, le chantier de réhabilitation du tronçon Grand Bassam à Boisseau est à seulement 15% de taux d'exécution. Démarré en février 2018, les travaux devaient s'achever dans ce mois d'août. Des difficultés, il y en a eu plein. Par exemple, on a repris les études au niveau des Bonnois ici, quand on arrivait. Et pendant l'hivernage, on a constaté que les études étaient un peu erronées. Nous avons carrément repris ces études. Ça a pris pratiquement 2 mois. Ne comprenant pas les raisons pour lesquelles ces travaux peinent à s'achever, les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier sont donc venues s'enquérir des raisons de ce retard. Le chantier Bassam à Boisseau, principalement la section Bassam-Zinkro, connaît beaucoup de difficultés. On a un taux d'exécution physique de 15%. On a consommé 85% du délai imparti pour la réalisation de ces travaux. En plus du retard, la qualité des travaux laisse à désirer selon les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Quand vous dépassez Bonnois, n'est-ce pas, sur la section qui est déjà traitée, on a des problèmes du nid. Donc quand vous roulez dans votre véhicule, vous voyez qu'il y a des vibrations qui sont constatées là-bas. Entre les 2 ponts de Mossou, vous avez vu, on a fait des terrassements à ce niveau. Ils ont approvisionné la GNT, ça fait plus d'1 mois. Et ça crée des gênes pour les usagers. Dans les jours à venir, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, se rendra lui-même sur le terrain pour se rendre compte de toutes ces défaillances avant de prendre les mesures appropriées. En santé, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville offre désormais des soins gratuits aux enfants des pouponnières et orphelinats de l'État. C'est le fruit d'une convention signée aujourd'hui entre le ministre de la Femme et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, et les responsables de cette formation sanitaire, Mahama Traoré. C'est la première visite de la nouvelle ministre de la Femme et de l'Enfant à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Dans cet établissement sanitaire, Ramatali Bakayoko s'aperçoit que tout est au point pour une meilleure prise en charge du couple mère-enfant. Personnel qualifié, matériel ultra moderne pour fournir des soins de qualité aux patients. Des soins de qualité désormais gratuits pour les enfants issus des pouponnières et orphelinats publics de l'État de Côte d'Ivoire, comme le stipule la convention qui vient d'être signée entre la ministre Ramatali Bakayoko et l'hôpital qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. S'ils ont besoin de soins, nous les accueillerons avec amour, avec compétence pour leur donner tous les soins de pédiatrie médicale et chirurgicale que nous faisons chaque jour ici à l'hôpital mère-enfant. C'est un acte
humanitaire est très important et c'est l'occasion donc de rendre hommage à la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour tous les efforts inlassables qu'elle fait pour la protection de la mère et de l'enfant. Des centaines d'enfants sont concernés par cette prise en charge médicale gratuite à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara. Ce sont les pensionnaires des orphelinats de Bingéville et de Grand-Bassam, tout comme ceux des pouponnières publiques de Yopougon, Adjamé, Dabou, Boaké et du centre d'accueil pour enfants victimes de traite situé à Soubré. Combien sont exactement les apatrides en Côte d'Ivoire? Dans quelle zone du pays vivent-ils? Pour répondre à ces interrogations et à bien d'autres, une opération de cartographie des personnes apatrides ou à risque d'apatridie a été lancée. L'enjeu est de fournir un ensemble d'informations permettant de dresser le profil des personnes apatrides afin d'adopter des mesures idoines pour leur prise en charge. À terme, il s'agira de trouver des solutions durables à la question de l'apatridie en Côte d'Ivoire. Michel Digri. Ces agents enquêteurs sillonneront l'ensemble du territoire national afin d'identifier les personnes apatrides ou à risque d'apatridie en Côte d'Ivoire. Cette opération de la cartographie de cette tranche de la population sera pilotée par l'Institut national de statistique et le HCR. La Côte d'Ivoire à elle seule regorge à peu près de 700 000 personnes qui sont apatrides ou à risque d'apatride. L'une des raisons d'être en fait de cette enquête, c'est de pouvoir vérifier ces chiffres qui ont été tout le temps annoncés de tout le temps. Et il est évident que le fait de pouvoir les confronter à la réalité en allant sur place, en allant dans les régions, dans les hameaux, les villages les plus reculés, de s'assurer que ces chiffres ont une certaine véracité. En tant que technicien, nous allons parcourir tout le pays avec les agents enquêteurs qui seront formés pendant 10 jours et ces agents enquêteurs doivent être opérationnels sur le terrain. Le manque de données statistiques fiables sur l'apatridie en Côte d'Ivoire ne permet pas de mieux appréhender le phénomène et de faire le suivi. Cette cartographie permettra au pays de disposer pour une première fois de tendances en matière de composition démographique de la population en question ainsi que leurs besoins de protection et de prendre des mesures pour une solution durable. Toutefois, le HCR tient à préciser, l'objectif n'est pas de donner la nationalité ivoirienne à toutes ces personnes. Beaucoup de personnes sont apatrides mais elles ne savent pas qu'elles sont d'autres nationalités. Donc l'importance d'aller à leur rencontre, c'est de leur expliquer le lien juridique qu'elles ont avec un État. Donc l'apatridie en Côte d'Ivoire est un sujet tellement sensible. Donc dès qu'on parle d'apatride, on a l'impression de penser que l'apatride n'a qu'une vocation que de se faire naturaliser ivoirienne, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, beaucoup d'apatrides sont apatrides, mais elles ont besoin d'être identifiées, elles ont besoin d'être indiquées dans quelle direction se retrouver pour pouvoir bénéficier d'une nationalité qui peut être autre qu'ivoirienne. 9240 ménages seront concernés par cette opération. Les zones de collecte sont les zones de faible déclaration de naissance, les zones à population cosmopolite, les zones frontalières et les zones de migration historique. Dans 5 jours, la Côte d'Ivoire fêtera le 58e anniversaire de son indépendance. Les préparatifs sont en cours. Les rues et commerces sont décorés aux couleurs nationales. Dans les ménages également, des efforts sont faits pour marquer cette célébration. Mais quel est l'engouement des uns et des autres pour cette commémoration? Des réponses avec Davis Oyo et Grace Kando. Le district d'Abidjan paraît aux couleurs nationales. De Cocody à Adjamé, en passant par la commune du Plateau, le nouveau décor est visible. Institutions, structures étatiques et privées, tous abordent le drapeau tricolore ivoirien sur leur façade. Chez les populations, certaines personnes prennent des dispositions particulières. Nous avons fait des achats, n'est-ce pas, pour qu'en famille, nous puissions vraiment nous égayer. Ce jour-là, j'invite mes amis à la maison chez moi. Et je fais payer moins 1 ou 2 poulets. Et puis d'abord, nous faisons ça normalement pour marquer que nous sommes libérés. Au quartier marin à Atekoubé, Keïta, ce sexagénaire, célèbre chaque année le 7 août. Si c'est des bananes comme ça, là, moi-même, je ne dors pas le jour. Là. On fait ce le matin. Mais comme je suis venu maintenant, là, j'ai oublié de faire dans la cour. Je vais payer 5 poulets. Et puis j'ai tué ça.
On va manger avec les enfants, on va fêter. Après Atekoubé, Yopougon, dans les ateliers de couture, les commandes se font pressantes. Pour cette année, vraiment, on sent la fête parce que les années précédentes, c'était pas trop ça. Il y a des gens qui viennent, ils sont bien déposés des tenues pour les fêtes d'indépendance pour le mardi. Et si on ne se plaint pas, ça va. Bientôt, c'est l'indépendance. Donc, j'ai envoyé quelques habits dans cet atelier pour juste ajuster un peu. À quelques encablures, précisément au marché Dominique Ouattara de Selmer, une ambiance inhabituelle. À l'espace consacré aux volailles, Kader est venu s'approvisionner. Je suis venu au marché acheter 2 poulets parce que mon père m'envoie pour la fête de l'indépendance. Côté coiffure, hommes et femmes se font beaux pour la fête. Cette année, je vais aller fêter à Bengrou la fête de l'indépendance avec mes parents. Une fête d'indépendance, c'est très important pour le pays. Je veux que la fête soit belle, donc là, il faudrait que moi aussi je sois beau. La commémoration de la souveraineté de la Côte d'Ivoire est aussi un moment de solidarité. C'est la fête d'indépendance de Côte d'Ivoire. Bon, je suis un Nigérien, donc je compte de fêter ici. Donc on va fêter ensemble avec mes frères ivoiriens. La fête de l'indépendance approche à grands pas et en plus des autorités, certaines personnes s'activent également à donner un cachet particulier à l'anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Quelle est l'importance de la musique dans les défilés militaires effectués lors de la fête de l'indépendance? Quel est son sens? Abou Sanogo répond à ces questions. Elle fait partie des composantes d'un défilé militaire. La musique militaire est un élément participatif de la vie du militaire. Elle donne un éclat particulier aux cérémonies et produit des supports sonores au profit des unités. Toute la vie est rythmée chez les militaires par la musique. Même le réveil des troupes dans les casernes se fait par la sonnerie du clairon. Le rassemblement se fait par la sonnerie du clairon. Et toutes les activités sont marquées par des sonneries dites sonneries au quartier. La musique militaire requiert donc rigueur, compétence et harmonie dans son exécution. La musique est chargée de rythmer ce déplacement des troupes. Alors lorsque les troupes se déplacent, la musique donne la cadence. Et la cadence, pour permettre aux militaires d'être au pas, est donnée par la grosse caisse. Voilà pourquoi il y a le son plus fort qu'on entend. Pour le défilé, de façon classique, les troupes se déplacent à une cadence de 120 pas minutes. Et particulièrement pour ce défilé du 7 août, toutes les troupes défileront aux 120 pas minutes et certaines unités spécifiques, notamment les forces spéciales et la garde républicaine, auront le pas de 80 pas minutes pour cette allure lente que nous voyons chaque fois pour le défilé. Un élément important de la musique militaire, le tambour-major. Bâton dans la main droite, il maîtrise la cérémonie autour d'une série de gestes, simples mais efficaces. Le tambour-major est un élément de la musique qui est choisi en fonction de son allure, en fonction de son aisance à manier la canne qu'il a en main. Et le tambour-major est chargé de rythmer la cadence de l'ensemble des musiciens. Il est surtout choisi aussi pour sa connaissance de la musique et il permet de coordonner l'ensemble des enchaînements des morceaux au cours de l'exécution d'une marche. Les musiques militaires sont chargées de la présentation au drapeau, des parades, des défilés et des honneurs aux autorités. Lorsqu'une autorité préside une cérémonie, cette autorité reçoit des honneurs dus à son rang. C'est un acte de commandement. Voilà pourquoi il est accompagné par une marche appelée la marche de revue. Et très souvent, la marche de revue qui est utilisée, c'est en fonction de la nature de l'autorité qui préside les cérémonies. Les musiques exécutées au cours des cérémonies militaires ont un sens particulier. Pour ouvrir le défilé pour ce 7 août, ce sera le défilé de la Côte d'Ivoire indépendante qui symbolise un peu ces premiers temps de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les musiques militaires donnent du faste au cérémonial militaire. 90% des soldats vont défiler en présence du président de la République, chef suprême des armées à Rangers, ou bottes de combat, des chaussures montantes qui soutiennent les chevilles grâce à une petite guêtre fermée au sol par une ou deux boucles métalliques. L'appellation administrative est brodequin de marche à jambière attenante. Je vous lis à présent ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24
2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le mardi 7 août 2018, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 65 de la dite Convention, le lundi 6 août 2018, veille de la fête nationale, est jour férié et chômé. Pour le secteur public, le lundi 6 août 2018, veille de la fête nationale, n'est pas un jour férié. En religion, le Hajj 2018 se poursuit. Il se passe comme prévu selon le directeur général des cultes. Messamba Bamba s'est exprimé aujourd'hui même dans les locaux qui abritent ses bureaux. Herman Guivi. Aucun candidat au Hajj 2018 inscrit régulièrement ne restera en Côte d'Ivoire. C'est en ces termes que le directeur général des cultes s'est exprimé dans une déclaration pour assurer sur l'organisation mise en place pour rendre effectif le Hajj 2018. Nous avions au niveau, je le rappelle, au niveau du vol du charter, 9 vols. Et Dieu merci, chacun des 7 vols qui sont déjà partis sont partis avec 500 comme prévu. Nous avons 4 vols réguliers qui vont donc partir. 2 vols par Turkish le 6 août. Un vol par Emirates le 7 août. Et un 4e le 8 août par Emirates aussi directement, on va dire à Médine. Pour prendre part au Hajj, l'une des conditions est d'abord de s'inscrire, soit au compte de l'État ou au compte d'opérateurs privés. Sur ce volet également, le directeur des cultes a fait un point provisoire. Les 6800 candidats au Hajj 2018 sont tous régulièrement inscrits. Les opérateurs privés nous disent qu'ils ont réussi à inscrire en tout cas les 1800 pèlerins. Et au niveau de l'État, nous avions 5000 et les 5000, y compris les encadreurs, ont été inscrits. Donc tout s'est bien déroulé jusque-là. Sur le terrain, le règlement des détails pratiques avant le voyage des derniers pèlerins est en cours. Ici, dans la grande mosquée de Williamsville, les candidats sont invités à retirer leur kit de voyage. Inscription régulière notée, vol qui s'effectue comme prévu, distribution sans incident des kits de voyage, des actions qui ont pu dissiper les inquiétudes des pèlerins. Je suis ému. Je remercie Dieu en tout cas qui nous a permis de franchir cette étape. Et Inch'Allah, demain, si Dieu le veut, ça va être le départ. Ça a été comme la délivrance de l'accouchement. Dès que j'ai vu le nom, voilà, tout a disparu, toute l'attente, tout le stress. Nous, les gens du 9e, c'est vrai qu'on est un peu maltraités, mais c'est fini, j'ai oublié tout et je pense à demain, tout ce qui va se passer là-bas. Selon le directeur général des cultes, à partir du lundi 6 août prochain, tous ceux des candidats inscrits sur les vols réguliers seront individuellement informés du retrait de leur kit et des dispositions pratiques à observer avant le voyage à la Mecque. À l'étranger, les résultats du premier tour de la présidentielle au Mali sont tombés ce soir. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en tête avec 41,42% des voix. Il retrouvera au second tour Soumaïla Cissé qui a recueilli 17,80% des voix. La participation a été de 43,06%. Le second tour de la présidentielle au Mali est prévu le 12 août prochain. Au Zimbabwe également, la proclamation des résultats de la présidentielle a démarré. Selon les premières tendances livrées par la commission électorale, le président sortant Emmerson Mnangagwa est en tête dans 9 des 10 provinces. L'institution devrait finaliser la publication de ces résultats. Sport athlétisme, Marie-Josée Talou a remporté son premier titre de championne d'Afrique du 100 mètres ce jeudi à Asaba au Nigeria. Une compétition au cours de laquelle la sprinteuse ivoirienne a fait honneur à son pays avec un chrono de 11 secondes 15 centièmes. Salif Ouattara. Un sprint ravageux, laissant derrière elle toutes ses concurrentes directes. Talou Marie-Josée s'est imposée sur le 100 mètres du championnat d'Afrique d'athlétisme au Nigeria, dans l'état du Delta, à Asaba. Une course savamment maîtrisée par la sprinteuse ivoirienne qui a dû faire une réclamation afin que son chrono soit examiné. De 11 secondes 30 centièmes affiché par le chrono, le jury accorde finalement le chrono de 11 secondes 15 centièmes à Talou Marie-Josée. Désormais championne d'Afrique du 100 mètres, après sa compatriote Muriel Aouré,
médaillé d'or du 100 mètres en 2016 à Durban, en Afrique du Sud. Du côté des hommes, les Ivoiriens Meïté Ben Youssef et Cissé Gueye Arthur ont couru la finale du 100 mètres. Bien lancé en début de course, Cissé Gueye Arthur s'est classé deuxième, une médaille d'argent derrière le Sud-Africain Akini Simbine. Ben Youssef a manqué le podium du 100 mètres quand la spécialiste ivoirienne du 100 mètres Okuro Zwita a fini troisième de sa catégorie. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.